Bienvenue à cette conférence sur la santé mentale, stress et anxiété au cœur des familles, stratégie pour prendre soin de son enfant et de soi. Donc, vous êtes près de 600 personnes à vous joindre à nous ce soir pour cet événement virtuel. Alors, merci beaucoup d'être des nôtres. Je me présente, Sylvain Lastarte-Gagnon du réseau des diplômés et des donateurs et je serai votre animateur pour la soirée. Depuis déjà plusieurs années, on sait que le stress et l'anxiété sont des problématiques de plus en plus importantes tant chez les enfants, les adolescents que les adultes. Et en contexte pandémique, ces problématiques ont grandement augmenté et se répercutent dans différentes sphères de notre vie, que ce soit personnelle, familiale, scolaire ou professionnelle, même sociale. C'est dans cette optique que nous vous proposons de discuter ce soir des enjeux reliés à la pandémie sur la santé mentale des familles, des stratégies et des solutions concrètes pour gérer le stress et l'anxiété du parent et de son enfant, et des solutions pour accompagner son enfant dans son apprentissage scolaire. Donc, sans plus attendre, j'aimerais vous présenter nos deux conférencières invitées pour la soirée. Tout d'abord, Caroline Coiré, diplômée de l'Université de Montréal et intervenante psychosociale. Vous êtes formatrice dans le réseau de la santé et des services sociaux, le réseau de l'éducation et le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Vous êtes auteur du livre « L'enfant stressé, soutenir tous ensemble l'enfant de 5 à 12 ans, à l'école comme à la maison » et rédactrice en chef de la revue spécialisée en éducation, La Voix de la persévérance scolaire, destinée aux parents et aux intervenants. Et vous êtes accompagné ce soir de Mélanie Coiré, votre sœur, diplômée aussi de l'Université de Montréal en sciences de l'éducation et enseignante au préscolaire primaire depuis 2005. Vous œuvrez actuellement pour le Centre de services scolaires de la Seigneurie des Mille-Îles. Vous êtes chroniqueuse mensuelle pour la revue La Voix de la persévérance scolaire et vous offrez des webinaires et des formations aux parents et aux intervenants scolaires en collaboration avec le service psychosocial Pas à Pas et l'Institut du développement de l'enfance et de la famille. Et tous les deux, vous êtes co-organisatrices du colloque virtuel Enseigner autrement avec Joël Monzé, docteur en neurosciences. Et ce colloque a rejoint dernièrement en juin plus de 9300 intervenants scolaires. Donc, vous venez d'ailleurs de lancer le programme de formation Enseigner autrement pour soutenir les enseignants sur le plan de la santé mentale en contexte pandémique. Donc, à tous les deux, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence. J'aimerais mentionner aux participants qu'il est possible de soumettre vos questions dès maintenant via le module questions et réponses en bas de votre écran identifié Q&R. Nous répondrons aux questions en fin de soirée. Et avant de débuter, j'aimerais céder la parole à un invité que nous avons avec nous ce soir, Michel Janoz, doyen de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Donc, bienvenue, M. Janoz. Merci. Alors, je vais vous laisser la parole, en fait, si vous voulez nous faire un petit mot d'introduction, en fait, pour cette conférence. Ça me fait très grand plaisir. Alors, bonsoir, je m'appelle Michel Janos et je suis le nouveau doyen de la Faculté de l'éducation permanente, comme vous venez de le dire. À ce titre, il me fait plaisir de nous associer au réseau des diplômés et donateurs de l'Université de Montréal pour vous offrir cette conférence sur le thème de la gestion du stress et de l'anxiété au sein de la famille. Je remercie d'ailleurs le réseau des diplômés et donateurs de cette initiative qui, de toute évidence, répond à un besoin important si on se fie non pas aux 100 ou 200 personnes, mais bien aux 2100 personnes qui se sont inscrites à cette conférence publique. En temps normal, être parent, élever des enfants n'est pas une tâche de tout repos, malgré la profonde satisfaction, les grands et les petits plaisirs que cela nous procure. Mais dans un contexte de crise sanitaire, les défis sont amplifiés. Le stress et l'anxiété sont des réponses physiques et émotionnelles normales, car elles participent à nos mécanismes de défense et de survie. Mais normal ne veut pas dire souhaitable, surtout si ces réactions sont intenses ou s'intiennent sur le long terme, car alors notre bien-être et celui de nos proches s'en trouvent menacés. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas démunis et sans ressources pour faire face à la situation. Il existe des moyens efficaces et à la portée de tous pour gérer notre stress et notre anxiété, ainsi que celui des membres de notre famille. Nos deux brillantes conférencières, Caroline Coiré, intervenante psychosociale et double diplômée de la Faculté de l'éducation permanente, ainsi que sa sœur Mélanie Coiré,
enseignantes au préscolaire et primaire et également diplômées de l'Université de Montréal, vont vous accompagner dans la prochaine heure pour vous faire découvrir ces stratégies. Je les remercie très sincèrement d'avoir accepté notre invitation à vous partager leur expertise. Sur ce, je vous souhaite une très belle et stimulante conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Janoz. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet et j'aimerais poser une première question pour Caroline. En fait, là, de quelle façon la pandémie a-t-elle affecté le niveau de stress et d'anxiété dans les familles concrètement? Oui. Donc, en fait, il faut savoir que même avant la pandémie, le stress et l'anxiété étaient un sujet d'intérêt au sens où on observait déjà une augmentation du niveau de stress et d'anxiété tant chez les enfants et les adolescents que les adultes. Est-ce que tu vois bien? Je vois être questionné, Sylvain. Pardon? Non, ça va, oui. OK, pardon. OK. Donc, en fait, au niveau du stress et de l'anxiété, depuis la pandémie, il est arrivé que les enfants, on parle des familles, les enfants, les adolescents et les parents ont énormément de demandes d'adaptation en ce moment. Donc, on est constamment en train de s'adapter à toutes sortes de choses et les enfants et les adolescents n'ont pas un cerveau qui est mature comme l'adulte qui peut nous permettre justement de s'adapter si on a les ressources, évidemment, avec davantage d'aide. Ils ont vraiment besoin de l'accompagnement de l'adulte pour être capable de s'adapter à toutes ces demandes-là. Donc, leur petit cerveau immature qui, par moment, déclenche le système de défense du cerveau, que nous, on juge des fois être un peu exagéré parce que de notre cerveau plus mature, avec les stratégies qu'on a, on trouve que ça déborde un peu trop fort. Mais la réalité, c'est que dans le cerveau de l'enfant et de l'adolescent, oui, le système de défense va s'activer plus rapidement que de celui de l'adulte. Et en ce moment, depuis la pandémie, il y a énormément de raisons qui pourraient activer ce système de défense-là, notamment toutes les nouvelles qu'on entend tous les jours à la télévision qui roulent en continu dans certaines maisons. Donc, d'entendre combien d'écoles sont fermées, combien de personnes ont décédé, combien de personnes sont hospitalisées. Donc, les mesures sanitaires qui nous rappellent aussi constamment qu'il y a un danger potentiel à être en relation avec les autres, alors que la relation, c'est un besoin fondamental. Alors, ne serait-ce que, même, je suis pas en train de dire qu'il faut pas appliquer les consignes sanitaires, là, c'est vraiment pas ça, mais d'être en contact, de créer un lien avec des adultes dans les écoles qui sont masqués. Ça aussi, c'est un défi pour les enfants. Ce l'est pour les adultes aussi qui doivent créer ce lien-là. Donc, il y a énormément de demandes auxquelles les enfants doivent s'adapter en ce moment, qui font en sorte que l'enfant est plus émotif et a plus de stress, a plus de symptômes de stress. Et les adultes aussi, pour plein d'autres raisons, vont vivre ce niveau de stress et d'anxiété-là qui augmente aussi. Donc, en fait, on pourrait dire que l'essentiel, c'est de s'aider soit en premier avant d'aider les autres. Donc, on doit en fait être bien outillé pour mieux accompagner l'enfant. Mais c'est un réflexe qu'on n'a pas tendance à développer. Des fois, on sent un peu, on culpabilise un peu lorsqu'on se privilégie avant de privilégier les autres. Mais comment on peut faire peut-être pour changer un peu ce comportement-là? Mais en fait, exactement. Il faut prendre soin de nous d'abord. Prendre soin de nous d'abord, ça ne veut pas dire qu'on doit pas répondre aux besoins de l'enfant, mais il faut être vraiment conscient de l'impact que la posture qu'on a devant l'enfant a sur lui. Un adulte calme, en contrôle de la situation, ça a été démontré, notamment Dr. Sonia Lupien, qui est directrice chercheuse du Centre d'études sur le stress humain, le partage dans son dernier ouvrage « À chacun son stress ». Elle dit « Nous sommes le lobe frontal de l'enfant ». Donc, alors que l'enfant n'est pas capable par lui-même d'enclencher le retour au calme ou par moment même d'accéder à ses stratégies alors que son système de défense est enclenché, stratégie qui se retrouve dans le lobe préfrontal. Donc, nous, on a ce merveilleux privilège-là de pouvoir venir apaiser l'enfant. Mais ce privilège-là va arriver si nous-mêmes, nous sommes en contrôle de la situation. Donc, plus on va être conscient de notre stress. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre de stress. D'abord, c'est impossible. Tout le monde va vivre du stress dans sa vie. Et en ce moment, la pandémie exacerbe le stress de tous et chacun. Mais d'être conscient de ce stress-là et de prendre soin de nous le plus souvent possible va permettre de diminuer l'impact que ça va avoir sur l'enfant. Parce qu'on va être beaucoup plus disponible pour accueillir sa détresse. Et sa détresse ne fera pas à ce moment-là nécessairement augmenter la nôtre. Parce que avant d'entrer à la maison, qu'on soit dans notre sphère de travail ou avec notre conjoint ou avec notre famille, on est la même personne. Donc, si tout au long de la journée, on accumule
notre propre niveau de stress qui augmente, et on arrive devant notre enfant qui déborde en fin de soirée ou qui fait une crise en fin de soirée ou qui n'arrive pas à dormir parce qu'il vit toutes sortes d'émotions. Mais ça se peut qu'on soit moins disponible, qu'on soit plus irritable, qu'on soit plus impatient, moins indulgent, donc finalement moins bienveillant avec notre enfant. Donc oui, de prendre soin de nous d'abord, c'est vraiment le message clé que j'aurais envie de vous partager ce soir. Puis on parle du stress, en fait, des impacts du stress au niveau de l'enfant. Puis j'aimerais en faire rebondir avec une question pour Mélanie, parce que, bon, les enfants vont à l'école. Et c'est quoi, en fait, les répercussions du stress et de l'anxiété vécues par les familles sur les enfants à l'école? Comment on peut agir, en fait, avec notre enfant au retour de l'école pour, comme on disait tantôt, favoriser un sentiment de sécurité auprès de l'enfant? Bien d'abord, comment on voit l'impact du stress familial sur les enfants, c'est que les enfants actuellement ils débordent plus rapidement, plus facilement. La petite goutte qui fait déborder le vase arrive avec un petit rien. Puis Sonia Lupien justement en parlait en mars dernier. Elle racontait une anecdote qu'elle s'était mise en colère parce que elle avait perdu au Scrabble. Bref, en tant qu'adulte, on le voit là en ce moment, on peut devenir en colère pour des choses qui, normalement, ne nous mettraient pas en colère. Puis elle faisait l'analogie avec une expérience sur les rats. Qu'un rat, que des bébés et des mamans rats qu'on va exposer aux mêmes stresseurs jour après jour, vont être, plus le temps va avancer, moins les rats vont être réactifs aux gros stresseurs auxquels on les expose. Mais cependant, nous, on peut penser justement à la COVID, puis le stress qu'apporte la COVID. On devient peut-être un peu moins anxieux face à la COVID, mais on vit avec un stress qui est chronique. On vient beaucoup plus réactif et sensible à tous les autres petits stresseurs autour. Donc, un enfant qui va nous poser 15 fois la même question, le fait d'échapper, là, je parle pour un adulte, mais pour un enfant, ça peut être par exemple d'échapper ces morceaux de casse-tête qu'il a mis tant de temps à faire. Bref, la goutte va déborder beaucoup plus facilement qu'avant. Tout au long de la journée, l'enfant va accumuler plein de petits stress. Puis la seule façon que l'enfant va pouvoir vider tout ce stress-là, vider toute la pression qu'il ressent dans lui, c'est soit en allant dormir ou en faisant une crise. La crise, elle est nécessaire. C'est une crise de l'âme qui va lui permettre justement d'évacuer tout ce qu'il a accumulé durant la journée. Puis, cette crise-là, il se permet de la faire seulement habituellement avec sa figure d'attachement qui est sécurisante, son parent. Oui, il va arriver qu'un enfant va faire une crise à l'école, mais souvent, on va voir que tout se passe généralement bien à l'école. Puis quand l'enfant revient de l'école, aussitôt qu'il rentre dans la maison, c'est là qu'il fait sa crise. Puis là, les parents me demandent, est-ce que l'école fait des crises? Est-ce qu'il est souriant? Oui, très. C'est justement qu'il accumule tous ces petits stresseurs, puis à la fin de la journée, il a besoin de décharger ça. Puis nous, en tant qu'adultes, on se doit d'être justement la coupe dans laquelle il va déborder. Caroline disait tantôt qu'on est le lobe frontal de notre enfant. Mais c'est la même chose. Quand il va arriver à la maison, qu'il va déborder, c'est sûr que nous, il va falloir être en contrôle de nos propres émotions. Puis ça, c'est très difficile. Même moi, en tant que mère, je connais cette théorie-là, mais l'appliquer, c'est autre chose quand on est pris émotionnellement, là. Quand, justement, mon enfant me raconte que il lui est arrivé telle chose, c'est sûr que ça m'affecte. Mais justement, en lui reflétant, on va faire des respirations ensemble. Tu sais, quand on va aller prendre de l'air dehors, on va prendre une collation, on va faire de la cohérence cardiaque. Des fois, avec les plus petits, on peut les coller sur nous pour justement respirer avec eux, pour qu'ils viennent à se synchroniser avec notre respiration quand ils sont en crise. Mais avec des plus vieux, eh bien là, ça va être de leur refléter. Tu peux faire ça ou on va le faire ensemble. Ils ont besoin d'être accompagnés dans leur stratégie. Puis, ce que j'aimerais dire, c'est que les stratégies qu'on va leur montrer pour gérer le stress ne s'apprennent pas pendant une crise. Il va falloir leur montrer ou être un bon exemple quand nous-mêmes, on en vit un stress, verbaliser à haute voix comment on se sent, les moyens qu'on prend, puis les pratiquer quand ils sont disponibles. Puis c'est
à force de le faire ensemble, que quand un jour ils vont être en crise, après plusieurs crises, ils vont être capables de développer leur propre stratégie, d'utiliser leur propre stratégie. On parle beaucoup des crises, mais l'idée, donc, c'est de développer peut-être une routine. Peut-être on parle des crises à l'école. Est-ce qu'une routine avant l'école et au retour de l'école, ça serait une bonne solution pour gérer un peu ces crises-là? Est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez nous donner peut-être de routines qu'on peut instaurer? Oui, effectivement. Justement, la routine est très sécurisante pour l'enfant parce qu'il sait à quoi s'attendre. Il n'y a pas lieu de s'adapter à une situation qui est nouvelle. Donc, le matin, ce que je suggère, c'est sûr que c'est difficile, mais de pas laisser les enfants être exposés à des écrans avant d'aller à l'école. Ça va déjà aider beaucoup pour leur attention et pour tout ce qui est leur stimulation interne. Mais après l'école, d'aller à la place de rentrer tout de suite pour faire ses devoirs, peut-être les laisser aller jouer dehors, les laisser évacuer tout ce stress-là. Le stress, on peut l'évacuer en partie par le sport. Donc, si un enfant va jouer, va courir, va extérioriser, crier dans le plaisir là, dehors, déjà là, il va être plus disponible quand il va rentrer, il va être moins irritable. De prendre une bonne collation, pas trop sucrée, c'est sûr, là, mais c'est ça, intégrer dans la routine du retour à l'école un moment où peut-être qu'il n'a pas le goût de parler justement quand il revient parce qu'il est trop pris dans tout ses stresseurs qu'il a vécu ou ses émotions. Donc, le laisser évacuer, aller jouer dehors, c'est une très, très bonne idée. Merci. Mais on parle des solutions pour évacuer le stress au retour de l'école. Mais au niveau des familles, est-ce qu'il y a concrètement des solutions ou des moyens qu'on peut mettre en place pour diminuer ce stress-là dans la cellule familiale? Puis je poserai la question à Caroline peut-être. Oui. En fait, avant même, je pense, d'aller dans qu'est-ce que je peux faire pour gérer le niveau de stress ou d'anxiété ou de moi ou de mon enfant, il faut aussi apprendre à les reconnaître, ces signes-là. Ça, c'est vraiment la première étape. Prendre conscience de comment je me sens, moi, à tous les jours. On est tellement dans notre tête, là, dernièrement, depuis la pandémie surtout, et je suis pas différente du lot, là. J'en parlais dernièrement dans une conférence où je disais combien de temps ça nous prend. Pour ma part, je travaille devant l'écran. Je me rends compte, après des heures d'écran, que j'ai mal au dos. C'est pas normal que je ne sois pas à l'écoute de mon corps. Je suis tellement dans ma tête à tout ce que j'ai à faire, ce qu'il va falloir que je fasse. Je ferme l'écran et là, je travaille de la maison maintenant en télétravail. J'ai juste un cadrage de porte à passer. Je suis rendue dans le prendre soin de ma famille. Donc, il y a tout ça aussi auquel on doit nous-mêmes faire face pour gérer notre propre stress, qui est d'une part de reconnaître comment je me sens. Comment je me sens quand je me lève le matin? Comment je me sens quand je me couche le soir? Et juste d'avoir pour les parents un rituel et même pour l'enfant de prendre soin de nous en commençant la journée. Si je commence ma journée avec vite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai reçu un courriel? Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Les enfants, on se dépêche. Je viens d'indiquer à mon cerveau que c'est la vitesse à laquelle ça doit rouler aujourd'hui. Alors, si on peut prendre le temps le matin, à la limite de se lever 15 minutes plus tôt, pour faire une première prise de conscience de c'est quoi mon intention dans ma journée? Comment j'ai envie d'amorcer cette journée-là? Comment j'accueille mes enfants qui se lèvent le matin? Parce que cette pression-là, malheureusement, on leur transmet. Hein? Le stress, là, c'est, pour reprendre les mots de M. Janos tantôt, il y a du stress de contagion, ça existe. Hein? Donc, quand nous, on est stressés, on est comme des thermomètres de stress pour nos enfants et malheureusement, leur stress à eux augmente en même temps que le nôtre. Donc, l'intention avec laquelle on commence notre journée et l'intention avec laquelle on la termine aussi. Donc, on revient à la routine dont vous parliez tantôt. Comment je prépare mes enfants, comment j'amorce le matin, prendre le temps de déjeuner en famille, prendre le temps de s'arrêter plutôt que de manger vite en se préparant notre petit bouchée de pain en marchant. Ça l'indique aussi à l'enfant qu'il y a quelque chose qui se passe et si notre figure d'attachement principale, celui en qui j'ai le plus confiance au monde, est stressé, ben j'ai sûrement quelque part besoin de l'aide moi aussi si je veux m'adapter au monde qui m'entoure. Donc, ce qu'on a l'air, ce qu'on dégage est très, très capté facilement par nos enfants. Alors, prendre un temps de s'asseoir, déjeuner en famille, prendre un temps pour discuter le matin, même chose le soir, la mise au lit, comment
comment on amène les enfants à tendre vers le sommeil. Et au lieu de dire à l'enfant, par exemple, allez, il faut dormir, on pourrait aller dans je t'invite à te relaxer dans ta chambre, à te relaxer dans ton lit, à prendre soin de toi. Et ça va lui permettre de tendre vers le sommeil. Et il faut se rappeler que la façon qu'on s'endort le soir, c'est la façon qu'on se réveille le matin. Alors, si je m'endors avec l'énergie comme ça, là, de stress, ben, le lendemain, je me réveille et malheureusement, ben, mon ballon d'émotion, comme je parle souvent avec les enfants, ben, le ballon, il est déjà un peu rempli. Alors, ça n'en prend pas beaucoup dans la journée, des fois, pour qu'il soit déjà à son trop-plein et que là, on voit des symptômes ou même des manifestations de stress venir interférer avec le quotidien. Alors, vraiment, pour reprendre les routines, ça va être très aidant. Les respirations, enseigner aux enfants à respirer et d'y aller de façon... On veut que ça fasse partie d'un mode de vie que de prendre soin de nous. Hein, malheureusement, on l'utilise des fois comme quasiment un peu une punition. Là, va dans ta chambre, va prendre soin de toi. Regarde, là, gère-toi, là, utilise tes moyens. Donc, c'est utilisé avec des méthodes un peu coercitives. Donc, mais prendre soin de nous, ça devrait être enseigné comme une façon qui est saine, normale, habituelle de prendre soin de nous. Alors, comme Mélanie le disait tantôt, de verbaliser à voix haute que OK, je reviens du travail, je me sens un peu fatiguée. Là, j'ai eu une grosse journée. Je vais aller m'asseoir un petit peu, je vais me prendre une boisson chaude, ça me fait du bien, ça. Tu sais, donc que les enfants aient l'habitude de voir que, OK, même mon parent, il est obligé de prendre soin de lui. Parce que les enfants nous mettent sur un piédestal c'est comme si nous, on sait se gérer. Mais non, c'est une affaire d'une vie, apprendre à gérer son stress, son anxiété, puis on va toujours devoir s'adapter. Puis alors qu'on pense qu'on maîtrise nos moyens, il arrive une nouvelle situation, puis on doit encore maîtriser des nouveaux moyens. Donc, si on peut exposer nos enfants par du modelage sur voilà de quelle façon, même comme adulte, je prends soin de moi, ça va être plus évident pour eux d'essayer de reproduire ces mêmes comportements-là. Donc, en fait, on parlait de routine au niveau de l'enfant plus tôt, mais le parent doit instaurer une routine lui aussi, en fait. Donc, parce que c'est l'état dans lequel on se présente qui va avoir un impact vraiment au niveau de l'enfant. Alors, les deux, en fait, ont une responsabilité là, dans l'état qui se met, en fait. Est-ce que vous avez donné des trucs au niveau pour les parents, mais on a beaucoup de parents en ce moment qui sont en télétravail, doivent aller chercher les enfants à l'école, à la garderie. Le télétravail amène un niveau de stress qu'on n'a pas vu avant. Donc, est-ce qu'il y a est-ce qu'on doit prendre un moment de répit peut-être avant d'aller chercher nos enfants ou de faire une activité pour être plus serein, être plus calme un peu? Oui, puis ça revient beaucoup je parle vraiment des attentes qu'on se met comme parents. Hein? Des fois, on se met une grande pression d'être un bon parent, d'être bon au travail, d'être un bon conjoint. On a tellement d'attentes, puis on se met des fois l'attente à 4h45, il faut que j'aille chercher mon enfant. Et là, on court pour être là à 4h45. Mais on aurait bien plus d'avantage de se permettre un 5 minutes où je stationne la voiture plus loin, je marche et je respire avant d'aller chercher mon enfant que d'être à la course puis d'arriver go dans la voiture, il faut faire le souper. Donc, on est dans notre routine parce qu'on ne veut pas déroger. Je ne dis pas qu'on peut nécessairement, on ne se couchera pas 10 heures pour autant là, avec nos enfants, mais de se permettre des 4, 5, 6 minutes où avant de rentrer puis d'éteindre la voiture, je peux rester dans mon entrée et mettre ma chanson préférée qui me fait du bien et prendre le temps de l'écouter. Avant de commencer ma journée, je peux prendre le temps de finir mon café assis sur le fauteuil. Donc, oui, dans ce qu'on peut faire avec les enfants, de prendre du temps avant d'entrer dans la routine de l'enfant, c'est super efficace. Et dans la façon qu'on va accueillir l'émotion de l'enfant aussi, ça va être important. Les mots qu'on va utiliser pour en parler. Les enfants manquent de mots. Eux, ils vont exprimer avec leur corps, avec leurs gestes, avec leur comportement, ce qu'ils ressentent parce qu'ils n'ont pas les mots encore pour le nommer. Alors, d'utiliser, nous, le langage émotionnel qu'on connaît pour essayer de mettre le doigt sur ce que l'enfant ressent. Quand on le voit, il est inquiet, il pose plein de fois la même question. Plutôt que d'essayer de répondre à chacune des questions, ce qui est un piège parce qu'ils auront toujours plus de questions qu'on aura de réponses, ça pourrait de se ramener et dire à l'enfant, là, quand tu me poses plusieurs questions comme ça, moi, je comprends que tu es inquiet. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu te sens inquiet? Est-ce que tu as peur? D'y aller avec des questions fermées plutôt que comment tu te sens. Plusieurs adultes ne savent même pas répondre à cette question-là. Alors, de ramener l'enfant à l'émotion,
ce que moi, tu me dis par tes gestes, par tes mots, par ta façon d'être, ça me laisse croire que tu es en colère, que tu es triste, que tu as de la peine, que tu as peur. Donc, de nommer ces mots-là, et on va voir chez l'enfant, lorsqu'on identifie la bonne émotion, une relâche au niveau du corps. Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences, en parle régulièrement. Il dit, l'enfant, il aura beau vous mentir, puis vous dire, oui, c'est ça, là, je suis déçu, je suis en colère. Quand on va trouver la bonne émotion, qu'on va mettre le doigt dessus, on va voir une relâche et un oui, ou une crise déclenchée. Oui, c'est ça qui arrive. Et là, on voit la relâche et c'est magnifique. Ça veut dire qu'on a mis le doigt sur la bonne chose. Poursuivez dans cette voie-là. Continuez à dire, t'es vraiment triste, hein? T'es vraiment inquiet, t'as vraiment peur, pour permettre aux amygdales, qui sont le détecteur de menaces, de s'apaiser. Si mon parent comprend à ce point ce que je ressens, il va être en mesure de me proposer des stratégies qui me correspondent. Donc, c'est bien important d'aller utiliser des mots pour nommer le ressenti de l'enfant. J'aimerais rebondir un peu sur ça parce que on parle beaucoup des enfants, on parle beaucoup des adultes, de prendre du temps pour soi, de s'aider, de se mettre dans un état positif en fait. Mais la pandémie qu'on vit a eu des impacts négatifs. En fait, les mesures sanitaires ont plein d'éléments positifs, mais ont amené quand même son lot d'éléments négatifs. Le confinement, la distanciation qui nous est imposée. Comment qu'on peut faire pour peut-être éliminer ces impacts-là au niveau des enfants et des adolescents? Je poserais la question peut-être à Mélanie. En fait, les enfants et les adolescents, ils ont besoin d'échanger. Ça, on peut pas le nier. C'est dans leurs besoins. Donc, il faut leur permettre d'interagir entre eux. Il faut leur laisser du temps pour justement juste jaser, échanger, puis on peut écouter en même temps de quoi ils se parlent, puis c'est quoi leurs préoccupations. Je dirais que c'est important d'être aussi sensible à leur changement d'humeur. Tantôt, quand on parlait de prendre conscience de comment je me sens, oui, en tant qu'adulte, mais l'enfant, si on veut lui montrer à prendre conscience de comment lui se sent pour qu'éventuellement il puisse prendre soin de lui plus tard, il faut que nous, en tant que parents, on soit capable d'être sensible justement à leur changement d'humeur. Quand, disons, un enfant est assis, fait ses devoirs, puis là, ça fonctionne pas, puis peu importe la façon qu'on va lui montrer, en fait, c'est juste qu'il n'est pas réceptif en ce moment. Puis là, il va falloir trouver c'est quoi la source de son inquiétude, c'est quoi la source de sa colère, la source de sa tristesse. Parce que c'est pas la façon qu'on a de lui montrer comment faire, par exemple, sa multiplication ou sa division qui pose problème, c'est comment il se sent. Donc, on va essayer de lui poser des questions pour l'amener à lui verbaliser ce qui va pas dans son corps. Puis, avant même toute la pandémie, là, il y en avait beaucoup d'enfants qui étaient déjà hypersensibles, qui étaient plus anxieux à la base. Ces enfants-là, actuellement, le stress a comme grimpé d'une grande marche. Puis, il y a plusieurs objets qu'on peut utiliser quand ils font leurs devoirs ou quand même ils écoutent la télévision. Des enfants qui ont besoin tout le temps, qui gigotent tout le temps, là, qui ont besoin de sentir leur corps. Puis, il y a justement plusieurs objets que j'utilise et en classe et avec mes enfants et que je vois que ça fonctionne. Je le vois que, par exemple, quand je vais mettre un manimo, qui est un animal lourd là, sur les cuisses d'un enfant, je vais vous en montrer un, justement, j'en ai un avec moi. Quand je vais mettre ce genre on appelle ça un manimo, là, mais un animal lourd sur l'enfant, tout de suite, là, il s'apaise. Les petites jambes qui gigotent comme ça, là, ils arrêtent de gigoter. Un enfant qui va être justement hypersensible au bruit, eh bien, moi, je pensais avant que de mettre des coquilles pour minimiser le bruit allait faire en sorte que cet enfant-là allait être moins attentif. Au contraire, les coquilles qui sont développées, comme celle-ci, je vous la montre.
c'est des coquilles qu'on utilise dans les écoles, puis ils diminuent de 27 décibels les bruits ambiants. Donc, avant, quand c'était, par exemple, le moment de donner des consignes, le moment de raconter une histoire, je voulais pas que les enfants en mettent parce que je me disais qu'elle allait être moins attentive, mais non, ça fait en sorte qu'ils focusent beaucoup plus facilement sur ce qu'ils ont à faire. Donc, si faut pas leur mettre tout le temps, là, on dit habituellement qu'une période de 20 minutes est assez, mais un enfant qui, pendant les devoirs, peut pas être dans un bureau isolé des bruits et tout, on peut lui mettre des coquilles. Ça va justement enlever le bruit de la télévision, enlever le bruit de la vaisselle qui fonctionne à côté, de papa, maman qui cuisinent. Il va pouvoir plus focusser. Donc, en le ramenant dans ses sens, ça va lui permettre de prendre conscience de ce qui ne va pas à l'intérieur de lui. Est-ce qu'on parle des coquilles, des animaux lourds, en fait, donc des éléments externes qui peuvent aider l'enfant à mieux se concentrer? Est-ce qu'on est en train peut-être de dire qu'il faudrait des fois réaménager son intérieur? On sent que les enfants passent beaucoup plus de temps, des fois, à la maison, dû au confinement qu'on vit. Est-ce que des fois, il n'y aurait pas on n'est pas supposé passer des fois autant de temps à la maison? Est-ce qu'on ne devrait pas réaménager certaines pièces pour que ce soit plus invitant, plus propice peut-être pour les devoirs ou certaines activités? Bien, c'est sûr que l'endroit où l'enfant va faire ses devoirs, c'est un endroit qui doit être loin de tout stimuli. Par exemple, on fait pas on essaie de pas faire des devoirs à la table de la cuisine, mais c'est pas tout le monde qui a une grande maison avec un bureau isolé. La plupart des gens vont avoir le seul endroit de travail qu'ils ont dans leur maison, c'est la table de cuisine. Donc, réaménager, c'est possible pour certains, mais pas pour tout le monde. Donc, c'est dans ces moments-là qu'on peut se demander qu'est-ce que je peux offrir à mon enfant qui va l'aider. Puis, il y a des enfants pour qui des coquilles, ça va super bien fonctionner. Puis, il y en a d'autres qui, ça fonctionnera pas. Donc, c'est d'essayer puis de voir qu'est-ce qui fonctionne avec notre enfant. Puis, c'est lui-même qui va le dire, qui se sent mieux comme ça. Excellent. Bien, merci beaucoup, Mélanie. Caroline, écoute, j'aimerais tout de suite peut-être aller à une période de questions. On a beaucoup de questions du public, de nos participants qui nous ont été envoyées. Donc, une première question pour Caroline de Roxane Saint-Gelais. Qu'est-ce qui distingue une anxiété dite normale chez l'enfant dans une situation comme celle que nous vivons, d'une anxiété pour laquelle il faut intervenir? D'abord, merci Roxane pour la question. Elle est vraiment très, très pertinente. Avant même, très rapidement, je vais faire la distinction entre le stress et l'anxiété pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Le stress est la réponse du corps lorsqu'on est devant une menace ou ce qu'on interprète comme étant une menace. Donc, auparavant, c'était un ours dans le bois. Maintenant, il y a toutes sortes de menaces qui existent. La feuille d'examen, une consigne de papa-maman, une querelle entre amis, un conflit de frères et sœurs. Donc, tout ce qui demande une adaptation peut susciter des symptômes de stress. Okay? Donc, les symptômes de stress très communs qu'on observe, là, le cœur qui s'emballe, la respiration qui accélère, les pensées qui partent en rafale. On va voir même les pupilles qui se dilatent, un mal de ventre qui peut s'installer. Souvent, les enfants ne disent pas je suis stressé, hein, ils disent j'ai mal au ventre. Donc, ça, c'est vraiment physiquement, c'est une réponse du corps qui nous permet en fait de nous adapter, éventuellement d'attaquer, de fuir la menace. L'anxiété, quant à elle, c'est vraiment l'anticipation d'une situation qui est menaçante. Donc ça, c'est le petit hamster. Le petit hamster bien fatigant là, qui arrive à nous faire croire qu'on est le malchanceux qui va tomber dans le 1% de chance qu'une situation arrive. Hein? Il est bon pour nous faire imaginer toutes sortes de choses et nous convaincre que plein de choses négatives qui peuvent nous arriver. Donc, la distinction entre l'anxiété normale et l'anxiété qu'on dit pathologique, on va parler de temps. Hein. L'anxiété, c'est normal, c'est souhaitable. On veut être anxieux. Quand on est anxieux, pas tout le temps, là, mais l'anxiété, ça nous permet de nous projeter et de nous adapter. Hein? Ceux qui surveillaient les campements lorsque nous étions en période de guerre, là, les anxieux, on va se le dire, c'était les meilleurs. Là, hein? Ils restaient vigilants, ils se préparaient, ils faisaient ce qu'il fallait faire. L'anxiété avant un examen, c'est bon.
Ça peut nous permettre de se mobiliser, de, OK, je vais étudier là parce que j'ai peur d'échouer mon examen. Donc, ça peut nous amener à nous mobiliser. Mais lorsque l'anxiété est trop grande et qu'elle vient interférer avec le fonctionnement, et c'est là qu'on commence à mettre le doigt sur, OK, le petit coco, la petite cocotte a peut-être besoin encore plus de soutien, c'est quand on voit que ça l'interfère le quotidien. L'enfant a plus de difficultés à dormir. Il y a de la difficulté à se concentrer dans ses travaux. Il y a de la difficulté à l'école, peut-être. Il y a de la difficulté dans ses relations avec ses pairs. Il y a de la difficulté à s'apaiser le soir. Il nous demande à outrance constamment de venir l'apaiser. C'est signe qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu. Alors, c'est à ça qu'on doit s'attarder. Alors, moi, je ne suis pas pour qu'on diagnostique les enfants, là, dans le sens où il y a des diagnostics qu'il faut poser, mais on ne veut pas, surtout pas faire d'auto-diagnostic. Donc, aller voir des professionnels pour faire des évaluations si vous êtes inquiet pour votre enfant, n'hésitez pas à lui poser des questions. Les membres de l'équipe école ne sont pas là pour poser des diagnostics, mais ont énormément de conseils à vous donner. Le CLSC aussi fait appel au 811. Il y a des lignes de parents, la ligne parents, entre autres, qui est là pour vous outiller. Donc, il y a plusieurs ressources qui sont là pour nous aider si on a des inquiétudes. Mais donc, à quel moment est-ce qu'on s'inquiète de l'anxiété de notre enfant? C'est lorsque ça l'interfère avec le fonctionnement quotidien pendant une certaine période de temps. Il va y avoir des moments dans la vie où on va être plus anxieux, donc moins, c'est normal, surtout que l'enfant, son cerveau se développe, il est en constante adaptation. Ce qu'on souhaite, c'est que les périodes d'anxiété soient de moins en moins intenses avec le temps et de moins en moins longues. Ça, c'est un signe que l'enfant utilise de plus en plus et développe ses ressources. Alors, merci Roxane. Merci beaucoup, Caroline. Une autre question pour Mélanie, cette fois, question de Jésabelle Lessard. Donc, très bonne question parce qu'on a moins abordé. Qu'en est-il de l'anxiété de nos grands-enfants de 17 ans au cégep à la maison avec des cours en ligne constamment? Effectivement, tantôt quand je disais que les enfants et adolescents surtout, ils ont besoin d'échanger, si on leur donne pas cet espace-là pour échanger entre eux, ils seront pas disponibles pour les apprentissages. Beaucoup d'enseignants m'ont dit qu'au secondaire, qu'avant même de commencer un cours, ils laissent un bon 10-15 minutes, et on s'entend qu'un cours au secondaire, c'est 1h15, ils laissent un bon 10-15 minutes juste pour échanger. Puis, ça vient des enfants, des adolescents, qui ont verbalisé le fait qu'ils ont besoin d'échanger entre eux, qui ont juste besoin de parler, puis d'avoir des nouvelles des autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'anxiété des adolescents? Ça relève plus de Caroline qui pourrait répondre à ça. Mais moi, le conseil que je peux vous dire, c'est de laisser les enfants vraiment échanger, laisser les adolescents parler avec leurs amis. Et là, je parle pas de enfreindre les règles sanitaires, vraiment pas. Ça peut être au téléphone, ça peut être un moment le soir où ils se font une visioconférence, ils se FaceTime, bref, les laisser échanger entre eux. Merci. Toi, Caroline, si vous voulez compléter peut-être sur la question de Mme Lessard? Oui, en fait, moi, ce que j'observe, parce que j'accompagne des adolescents, des jeunes adultes, une grande préoccupation, c'est la charge mentale qui a énormément augmenté. Hein? D'avoir à tout organiser, tout planifier, les cours. Donc, on pense que on se dit, est-ce que c'est plus facile? Ils sont habitués avec l'informatique, mais non, c'est de loin plus difficile d'être en télé-école, si on peut dire ça comme ça. Donc, ce qui aide du moins à apaiser l'anxiété, d'avoir des routines. Encore, je reviens à la routine, mais on ne mange pas sa toast devant son écran d'ordinateur pendant qu'on fait un cours. On n'est pas en pyjama devant notre écran parce que habituellement, quand on est en mou, là, puis en pyjama, c'est quand on se relaxe. Quand on s'habille, là, moi, je fais la même chose, je suis en télétravail et avant de commencer, même s'il n'y a personne qui me voit, je m'habille en travail. Je conditionne mon cerveau à être disponible. Alors, on doit continuer à conserver ces routines-là, d'avoir des heures de sommeil aussi. En fait, l'hygiène de vie a été énormément affectée chez nos jeunes adultes et adolescents qui sont un peu laissés à eux-mêmes au sens qu'ils sont beaucoup plus autonomes. On leur demande d'être plus autonomes que ce qu'ils peuvent faire, là.
Donc, les heures de sommeil sont super importantes. Donc, de conserver des heures de sommeil, des heures où ils vont manger des repas sains, parce que là, on constate que les jeunes grignotent toute la journée plutôt que de prendre le temps de s'asseoir et de manger. Et tout ça joue sur leur capacité à se concentrer. Ça augmente le stress. Et en plus, quand on est stressé, on a de la difficulté à prioriser. Alors, tout devient des fausses urgences. J'ai tellement de choses en même temps. Comment je m'organise? Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs qui peuvent aider, comme par exemple, j'aime bien proposer, moi, aux parents, mais ça se transpose très bien aux adolescents ou aux jeunes adultes, de commencer la journée, avant d'entamer la journée, de mettre sur papier, comme moi j'ai fait avec ma conférence. Ah, vous voyez pas à cause du fond d'écran, là? J'essaie d'avoir, excusez, c'est pas grave. J'ai mis sur papier ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Dans les faits, j'ai même pas à la regarder parce que j'ai juste ravivé à ma mémoire ce qui était important pour moi de traverser comme contenu. Mais en commençant notre journée, si on peut dire, voilà, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? On met ça sur papier. Ça l'aide le cerveau à s'organiser. Alors, je demande aux adolescents que j'accompagne, je leur propose, en fait, de faire le même exercice. Mets sur papier ce qui est important pour toi. Vas-y en rafale, là. Puis après ça, mets-toi des numéros en ordre de priorité. Donc, ça va aider vraiment à répondre aux priorités en premier pour pas finir la journée avec le « finalement, j'ai fait plein de choses, mais ce qui était le plus important, je l'ai pas fait ». Alors ça peut aider à apaiser le stress et l'anxiété que peuvent vivre nos étudiants. Merci beaucoup. Une question que je veux vous poser maintenant, je ne veux pas l'oublier, et plusieurs parents nous la posent à l'instant. Le toutou lesté qu'on a parlé tantôt, on peut le trouver à quel endroit? Oui, c'est chez FDMT. C'est eux, justement, qui ont conçu les Manimaux. Puis, justement, à la fin de notre conférence, je vais vous indiquer un lien où vous pourrez aller. Puis, je vais en faire tirer un, justement, un Manimaux. Puis, sinon, c'est sur le site de FDMT. Parfait. Bon, alors voilà qui répond à la question. Oui. On a une autre question de Marie-Pascale Degen. Certains enfants réclament de faire leurs devoirs à la table de cuisine, on en parlait un peu tantôt, près d'un parent qui cuisine par exemple, bien qu'il dispose d'un espace dédié aux devoirs. Donc, peut-être justement des enfants plus anxieux. Quelle réaction serait appropriée pour ce type de demande? Donc, est-ce qu'on laisse l'enfant à la cuisine ou on l'invite à aller dans un lieu peut-être plus fermé pour les devoirs? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, je vous dirais que pour un adolescent, lui va avoir besoin de se concentrer puis peut faire ses devoirs seul. Tandis que l'enfant d'âge préscolaire primaire, lui, il a besoin d'un adulte pour l'aider à faire ses devoirs. C'est pas vrai qu'un enfant de maternelle, première, deuxième, troisième année peut s'organiser tout seul. Le parent, au départ, va s'asseoir à côté de l'enfant, va justement s'assurer qu'il est structuré, qu'il n'y a pas plein de choses autour de lui, puis qu'il comprend la tâche. Et là, progressivement, il va se reculer, puis il va commencer à faire à manger. Puis l'enfant, en fait, c'est pas tant la table de cuisine qui l'intéresse, c'est le lien de proximité avec le parent, sa figure d'attachement, qui c'est que s'il y a un problème, qu'il comprend pas, que ça va pas bien, qu'il se sent pas bien, lui va être là pour l'aider. Donc, oui, moi, je suggère fortement, même si on suggère aussi de minimiser les bruits ambiants, peut-être pas faire jouer la télévision en même temps que les enfants vont faire leurs devoirs, mais si l'enfant a besoin d'être près de vous, faites-le. Parce que c'est juste quand ses besoins de base, quand on pense à la pyramide de Maslow, là, les besoins de base étant répondus, il va être disponible aux apprentissages. Mais s'il se sent insécure, pas bien, qu'il se demande qu'est-ce que papa ou maman fait dans l'autre pièce, il ne sera pas concentré. Il va faire vite, tout croche, juste pour s'en débarrasser puis revenir auprès des autres. Être en relation. Merci beaucoup. Une autre question pour vous, Mélanie. On a parlé beaucoup tantôt des crises à la maison chez les enfants, mais on a des enfants qui ne font que des crises à l'école et non à la maison. Donc, turbulent à l'école, calme à la maison. Comment on peut expliquer ce type de comportement-là chez l'enfant en ce moment? Il peut y avoir beaucoup d'explications. Moi, je dirais que, premièrement, l'enfant d'âge préscolaire primaire passe beaucoup de temps avec son enseignant. Il va développer justement un lien d'appartenance, un lien de sécurité avec son enseignant. Puis c'est seulement avec
une personne avec laquelle on se sent bien, qu'on se permet de s'ouvrir, puis de justement être vulnérable. Mais il faut faire attention. Il va falloir distinguer je fais une crise parce que j'ai un besoin non répondu ou je fais une crise parce que je suis en mécanisme de défense. Un mécanisme de défense, comme Caroline disait tantôt, ça va être un enfant qui son amygdale, son système d'alarme vient de déclencher une alarme, il se sent en danger. Donc, soit qu'il va fuir, il y a des enfants qu'on va littéralement voir s'enfuir de l'école, pas de l'école, mais dans l'école. Il y en a d'autres qui vont vouloir aller se cacher en dessous d'une table. Il y en a d'autres qui vont... je sais pas. Pardon? Mentir. Mentir, c'est aussi de la fuite, mais... Oui, procrastiner. Ça, c'est pour justement la fuite, mais il y en a d'autres qui vont figer. Là, c'est les enfants qu'on va voir, ça ne me tente pas. Là, moi, je suis pas capable, je le fais pas. Eux autres, c'est pas qu'ils sont lâches, c'est pas de la paresse, c'est qu'ils sont en mécanisme de défense. Ils se sentent, ils ont même plus accès à leur lobe frontal, ils sont totalement fragmentés. Ils ont pas accès à leur raison. Donc, même si on va leur demander qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Ils ne sauront pas nous répondre. Ils sont pas capables parce que la seule partie du cerveau qui fonctionne à ce moment-là, c'est la partie reptilienne qui leur indique qu'ils sont en danger puis qu'ils ont 3 façons d'y répondre. Ils vont fuir, ils vont se figer ou ils vont combattre. Ça, c'est les enfants qu'on va voir justement frapper, lancer, pousser des chaises, crier. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment distinguer un enfant qui a un besoin d'un enfant qui se sent en danger. Essayer d'aller voir la source en dessous de la crise. Merci beaucoup. Une autre question que je pose aux deux, je pense que les deux peuvent y répondre. Une question de Francine. Ma nièce, qui est très stressée par la COVID, a décidé de garder son enfant 5 ans, presque 6 ans, à la maison depuis le début de la pandémie. Je ne suis pas certaine que ce soit une bonne solution pour lui. Qu'en pensez-vous? Donc, aux parents qui gardent les enfants à la maison, disons un niveau de stress qu'ils ont par rapport à la pandémie qu'on vit. D'abord, je crois que c'est une décision qui est très, très personnelle. Et avant même la pandémie, alors que les écoles ont fermé, un conseil que je répétais, c'est prenez une décision avec laquelle vous êtes confortable. Parce que si le fait d'envoyer l'enfant à l'école nous plonge dans une détresse qui fait en sorte on est toujours en train de regarder est-ce que notre enfant a respecté les consignes, est-ce que c'est correct, est-ce qu'il nous met en danger, est-ce qu'on est rendu en danger. On crée un climat de terreur dans la maison et ça peut complètement faire fragmenter l'enfant et le rendre indisponible tant aux apprentissages qu'à la vie sociale. Donc, c'est pas l'idéal du tout pour son développement. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que l'enfant évolue dans un milieu avec lequel les adultes sont le plus sains et sereins avec la situation. Donc, prenez des décisions avec lesquelles vous êtes le plus sain et serein et l'enfant va ensuite s'adapter. Heureusement, le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable. Les enfants ont une grande, grande force de résilience lorsqu'ils sont accompagnés d'adultes qui sont calmes, en contrôle de la situation, en contrôle de leurs émotions. Alors, si c'est la meilleure option pour permettre à cet enfant-là d'évoluer d'un milieu qui est sain, serein, je crois que c'est une décision personnelle. Mais pour plein de raisons, je peux comprendre qu'on peut s'imaginer qu'un enfant est peut-être mieux à l'école, mais je pense que au-delà de l'académique, ce qui prime en ce moment, ce n'est pas l'académique, c'est la sécurité affective de l'enfant. Et il ne faut pas rentrer dans une urgence de rattraper le temps perdu. Les enfants ont besoin d'être sur les bancs d'école pour avancer au même rythme que les autres. On n'est pas là-dedans du tout. On est dans de la sécurité. Ils ont besoin de bienveillance pour éventuellement être capables de reprendre le cours à la normale lorsque ce sera possible. Merci beaucoup. Une question très intéressante. On parlait beaucoup de l'importance de l'activité physique, du sport. Quelle stratégie me recommandez-vous pour aider mon enfant de 9 ans à explorer ou jouer et s'occuper seul de son besoin d'être en proximité de moi en tout temps? Donc, des enfants qui ont un besoin d'être très présents, très proches de leurs parents en ce moment. Comment on pourrait aider ces parents-là à convaincre l'enfant de jouer seul, de faire des activités seul, puis on n'a pas le choix d'être en ce moment, malheureusement? Là. D'abord, il y a une façon que j'aime beaucoup
de montrer aux parents justement que dans notre journée, on fait beaucoup de demandes à notre enfant. À compter du moment où on se réveille, allez, habille-toi, va brosser tes dents, va t'habiller, le soir, va te laver, fais tes devoirs, ferme la télévision. Donc, toutes ces demandes-là, moi, j'aime les comparer à des retraits qu'on ferait à un guichet automatique. Puis, lorsqu'on passe un moment de qualité avec notre enfant, un moment où il n'y a rien d'autre qui compte. Là. Des fois, ça peut être juste un petit 10 minutes où on s'assoit à côté de notre enfant, puis on lui demande comment a été ta journée, est-ce que tu aimerais qu'on se fasse une petite partie de cartes vite avant qu'on commence le souper. Ça peut être de le laisser lui choisir qu'est-ce qu'on fait. Ça peut être du dessin, ça peut être juste de se coller, lire une histoire, d'échanger. Tout ça, je les compare à des dépôts qu'on fait. Puis, pour un retrait, il faudrait toujours avoir fait 3 dépôts. Donc, les moments de qualité sont extrêmement importants pour que l'enfant se sente assez en sécurité et qu'il recule un petit peu pour être de plus en plus autonome. S'il est toujours en train d'aller demander un moment d'attention pour passer du temps avec son parent, mais que malheureusement, maman, papa est souvent occupé. Là, pas tout de suite, je fais le souper, pas tout de suite, je fais les devoirs, pas tout de suite, il faut que je prépare quelque chose. L'enfant va être de plus en plus demandant, c'est sûr. Donc, des fois, juste de s'arrêter puis se dire, là, je pense que tu cherches de l'attention. Je pense qu'en ce moment, tu me démontres que tu as besoin de moi. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Aimerais-tu? Puis on peut lui proposer des petites choses où on le laisse lui choisir. Mais il y a une étude qui a été faite dernièrement sur le site, c'était tout petit, je me l'étais écrit, toutpetit.com, auprès de 501 parents qui disaient que justement la pandémie, puis le confinement et le travail à domicile leur avaient permis de passer beaucoup, beaucoup plus de temps avec leurs enfants. Oui, mais à quel prix? Justement, si c'est pas du temps de qualité, c'est du temps qui ne compte pas. Donc, même si on est avec notre enfant à la maison, mais qu'on lui demande constamment d'essayer de s'occuper tout seul, il va être encore de plus en plus demandant. Donc, ce que je suggère, c'est de passer des petits moments de qualité avec eux qui vont remplir leur seau de bonheur, puis qui vont faire en sorte qu'après ça, ils vont pouvoir, eux, s'éloigner. Puis aussi de leur donner de l'attention quand ils sont seuls, quand ils s'occupent tout seuls, parce que souvent, on va leur donner de l'attention quand on entend les enfants commencer à crier ou on sait que là, ils vont commencer à chamailler. Donc là, on va être pleinement présent. Mais quand les enfants s'occupent seuls, jouent bien, échangent bien, bien allez les voir, puis dites-lui « Ah, c'est beau de vous voir jouer comme ça, je suis tellement fière de vous, vous échangez bien, vous trouvez des stratégies, questionnez-les sur ce qu'ils font, montrez-leur que vous êtes capable de leur donner de l'attention dans des moments qui sont positifs. » Merci beaucoup. Une question vraiment... je pense qu'on avait mis quelques liens en ligne, mais je vais quand même la poser. On a quelqu'un qui nous demande si vous avez des suggestions de sites pour aider les parents à peut-être mieux prendre soin de leur enfant dans le contexte actuel, peut-être même du côté familial et du côté scolaire. Je pose la question aux deux, peut-être pour les deux niveaux. Oui, je vais nous faire de l'autopromotion, mais je vous invite, on va vous envoyer le lien, mais à rejoindre nos pages Facebook. On propose des webinaires sur nos pages, on propose des conseils, des outils, notre revue aussi, dans laquelle je dis notre revue parce que je pense que c'est notre bébé à toutes les deux, là, dans laquelle on diffuse des conseils. Donc, on a beaucoup de contenu gratuit, la majorité même l'est. Donc, vous pouvez rejoindre, on va partager un lien tantôt dans lequel vous allez pouvoir participer au concours. C'est un lien unique dans lequel vous allez retrouver le concours pour le Toutou Manimo et un concours aussi pour lequel j'ai fait tirer 2 exemplaires de mon livre. Alors, vous allez pouvoir participer, rejoindre nos pages Facebook, vous abonner à la revue et sur nos pages Facebook, nous partageons beaucoup de liens vers d'autres sources. Donc, c'est important, ce sont des endroits où on accueille, par exemple, des parents et des intervenants du milieu scolaire et qu'on souhaite les rediriger. Alors, on vous invite à rejoindre nos pages Facebook et mon site web aussi, qui tout dans le même lien qu'on va vous fournir dans la zone de chat. Voilà, donc ça va être dans la section clavardage, on va mettre tous les liens. Une autre question intéressante ici, j'ai Joanne Charles qui nous dit « J'ai un enfant de 7 ans
il est très vibromoteur. Il bouge, il chante constamment. Comment l'aider à retrouver un calme pour faire ses devoirs? Donc, un peu, comment gérer les enfants qui ont peut-être développé une hyperactivité due au contexte qu'on vit en ce moment? Eh bien, comme je le disais tantôt, essayez les objets qui sont sensoriels parce que souvent, ce qu'ils vont venir faire, ça va être d'apaiser l'enfant qui ressent beaucoup d'agitation à l'intérieur de lui, là. Il y a un autre outil que j'utilise, on appelle ça un coussin d'équilibre qui peut autant servir, là, lui, il n'est pas gonflé, on peut le laisser pas gonflé ou sinon gonflé, ça ressemble à ça. Moi, j'en mets souvent soit par terre quand on fait des activités au sol, les enfants aiment s'asseoir dessus, sinon quand l'enfant est assis sur sa chaise pour les devoirs, il va mettre ses pieds dessus, puis ça va y offrir un contact, une sensation en dessous des pieds. On le laisse justement en nu bas, puis ça peut être aussi une bande élastique qu'on fixe aux deux barreaux de la chaise en avant. J'aurais tendance aussi j'ai eu une amie ergothérapeute qui est vraiment excellente, qui me disait de toujours m'assurer que l'enfant a une posture qui est adéquate. Souvent, les tout petits, à 7 ans, je ne sais pas quelle grandeur a votre garçon, mais si ses pieds ne touchent pas au sol, déjà là, il y a une partie de son cerveau qui est occupée à faire bouger ses pieds. Parce que justement, ils ne sont pas ancrés dans le sol. Donc, assurez-vous qu'il a une chaise, un bureau à sa hauteur, à sa grandeur. Sinon, on peut fixer, par exemple, s'il fait ses devoirs à la table de la cuisine, on peut mettre une caisse de lait en dessous de ses pieds, on peut mettre un coussin en dessous de ses fesses, on peut le laisser travailler debout aussi. Il y a des enfants qui vont être plus concentrés si, justement, la table de la cuisine est à leur hauteur lorsqu'ils travaillent. Donc, assurez-vous que l'enfant a juste son endroit pour travailler est adapté à sa grandeur. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux me permettre de renchérir sur les conseils de ma sœur. J'aurais envie de vous rappeler que le mouvement, c'est une stratégie qui est compensatoire pour évacuer le stress. Donc, lorsque le stress, l'on parle de l'enfant dans ce cas-ci, augmente tout au long de la journée, ce qui est une chose normale, il va devoir, en fin de journée, l'évacuer, ce stress-là. Habituellement, il faut se rappeler qu'on a été des milliers d'années qu'on a habité dans la nature, où on bougeait toute la journée. Actuellement, une donnée de 2011 par Kino Québec dit que les enfants sont assis en moyenne 8,5 heures par jour. Donc, c'est normal que l'enfant ait envie de bouger. Donc, ce n'est pas parce que notre enfant bouge qu'il y a un problème. Donc, mais ça l'indique qu'il a besoin de bouger. Donc, de favoriser des périodes stratégiques dans la journée où on va permettre à l'enfant de bouger avant, par exemple, de l'inviter à s'asseoir à la table, de l'inviter à faire les devoirs avant d'aller au lit. Et toutes les activités qui vont stimuler le bas du corps. Là, je reprends les propos d'une de mes collègues ergothérapeutes, Patricia Archambault, que j'ai eu le privilège qu'elle écrive dans mon livre. Donc, elle disait tout ce qui vient faire solliciter le bas du corps, donc à partir du bas de la colonne jusqu'aux pieds, vient solliciter notre système de détente, notre système parasympathique, qui est associé à notre système nerveux. Donc, de faire de la marche des animaux, de sauter, d'avoir des mouvements de propulsion, de partir à courir vite. Donc, tous ces mouvements-là, faire des squats, je ne sais pas s'il y a un mot en français pour dire des squats, là, excusez-moi l'anglicisme. Donc, tous ces mouvements-là de votre corps viennent stimuler le système de détente du corps, donc vont favoriser après coup un relâchement du corps, des hormones de détente. Donc, des petits mouvements comme ça. Ensuite, on fait quelques respirations, on passe à table et on utilise tous le matériel que Mélanie a pu nous présenter. Ce serait vraiment l'idéal. J'aimerais, si possible, renchérir que si l'enfant fait ses devoirs immédiatement au retour de l'école, bien là, c'est sûr qu'il va bouger beaucoup parce qu'il n'a pas encore décompensé. Il n'a pas encore enlevé toute l'agitation et l'anxiété pas l'anxiété, le stress qui a accumulé tout au long de la journée. Si l'enfant aussi vient faire ses devoirs après que vous lui
et vous lui ayez laissé une période de jeux vidéo, par exemple. Et là, je vais te laisser l'expliquer, Caroline, mais tu m'avais expliqué un jour que l'enfant, le cerveau de l'enfant qui regarde son bonhomme bouger en mouvement, lui enregistre que son corps est en mouvement, puis après ça, quand la télé ferme, le corps a accumulé beaucoup d'énergie, mais là, on ne peut pas la dépenser. Il est en position statique. Donc, je vais te laisser plus l'expliquer, mais je trouvais ça vraiment intéressant de ne pas laisser les enfants faire leurs devoirs après une période de jeux vidéo, par exemple. Donc, effectivement, les écrans ont un impact. Les écrans de loisirs ont un impact sur le niveau de stress de nos jeunes, ont un impact aussi sur le niveau de stress de l'adulte parce que ça surcharge le système nerveux. Donc là, on parle ici justement, les jeux vidéo surchargent énormément le système nerveux. Il y a des applications, des émissions aussi qui sont très stimulantes. On peut penser à la Patrouille, Bob l'éponge, où il y a beaucoup de stimulation sonore, visuelle. Donc, ça vient surcharger le système nerveux et nos yeux ne sont pas faits pour voir dans la nature du 2D. Là. Nous, on vit dans le 3D, nos yeux sont faits pour ça. Donc, oui, on est capable, nous, de le savoir rationnellement que c'est un écran qu'on regarde, mais notre corps, lui, réagit comme si nous étions dans l'environnement qu'on consulte. Alors, oui, après coup, et ça prend pas beaucoup de temps, 15 à 20 minutes d'exposition à l'écran pour que l'enfant ressente des symptômes de sevrage. Et de sevrage parce que ces écrans de loisirs-là font sécréter beaucoup de dopamine que rien de la vie courante, autre que la drogue, font sécréter à ce niveau-là. Donc, c'est une grosse dose de dopamine, de pur bonheur dans le cerveau. Et lorsqu'on ferme l'écran, l'enfant, le système nerveux surchargé, il est en manque de dopamine, alors il n'est pas nécessairement disponible pour les apprentissages. Il y a beaucoup plus de difficultés à gérer ses émotions. Il y a davantage de stress, donc beaucoup plus de crises et d'altercations ou d'obstinage avec l'enfant relié aux écrans. Écoutez, je rebondis là-dessus parce on parle des écrans, on parle des consoles et on a Nathalie je vais résumer la question. Comment on gère le temps d'écran? On l'attendait, cette question-là. Beaucoup d'écrans en ce moment, particulièrement chez les ados, mais les enfants aussi, télé, console. Comment on gère ça? Mais d'abord, il faut départager l'utilisation des écrans. On connaît, je vais reprendre les mots de Joël Monzier, qui est docteur en neurosciences, mon collègue, qui a départagé en 3 catégories l'utilisation des écrans. Les écrans de travail, les écrans de loisirs et les écrans de socialisation. Donc, l'écran de travail, c'est lorsque votre enfant est en train de faire du Google Meet, qui est sur un Teams avec son enseignante, qui fait des recherches sur l'ordinateur, qui fait son devoir en ligne, qui consulte les baleines. Donc, vous comprenez l'idée. Tout ce qu'on fait comme travail ne pas être comptabilisé comme du temps d'écran. OK? Donc, la problématique qui est reliée à ça, c'est pas la dépendance aux écrans, c'est la sédentarité. Donc, c'est sûr que si votre enfant, lui, c'est un passionné de baleines, puis il étudie les baleines pendant 10 heures par jour. Le problème, c'est pas ce qu'il fait de l'écran, c'est le fait qu'il bouge pas pendant 10 heures, s'alimente devant un écran, le cerveau apprend dans le mouvement, donc le corps a besoin de bouger. Alors, c'est plus le problème est plus lié à la sédentarité. Donc, les écrans de loisirs, vous n'avez pas à les calculer comme du temps calculé là, dans la journée que l'enfant a accès à son écran. Les écrans de socialisation, c'est lorsque pour parler à grand-maman, grand-papa, un ami, on se fait un FaceTime, un Skype, un Zoom, OK? Pas du clavardage. Le clavardage, on va le mettre dans l'écran de loisirs parce que c'est très stimulant. Quand j'ai 7 pages ouvertes en même temps et que j'attends des petits bonhommes sourire là, une réponse là, c'est très, très stimulant pour le cerveau. Mais lorsque je suis en échange, 1 à 1 avec la personne que je converse, pas besoin de calculer ce temps d'écran-là, d'autant plus que ça répond à un besoin de lien. C'est un grand besoin. Donc, pour l'écran de loisirs, c'est ça que vous devez calculer. Et idéalement, pour les enfants d'âge primaire, préscolaire primaire, les pédiatres du Québec recommandent au maximum 1 heure d'écran de loisirs par jour. Mais encore faut-il que ça réponde aux besoins de l'enfant. Certains parents vont me dire, moi, écoute, mon enfant consulte 4 périodes de 20 minutes par jour d'écran de loisirs, mais quand je dis c'est fini, on ferme l'écran, ça va, il peut faire ses devoirs, il va jouer à l'extérieur. Et il y en a d'autres qui me disent, après 25 minutes, c'est la crise monumentale quand il faut fermer l'écran. Alors, il faut aussi être conscient de oui, la recommandation, mais notre enfant, il réagit comment lorsqu'il est stimulé par les écrans? Alors, c'est mieux, puis on comprend, dans toutes les familles en ce moment, ça a augmenté le niveau de temps d'exposition aux écrans, mais c'est préférable d'avoir des petits moments auxquels l'enfant est exposé, par exemple 3 fois 15 minutes, 4 fois 15 minutes, qu'une période d'1 heure où le système est vraiment surchargé.
Donc, des petites périodes d'exposition séparées dans la journée, ça peut déjà favoriser la gestion du temps d'écran. Excellent. Merci beaucoup pour cette réponse. Je poursuis tout de suite avec une autre question de Julie Daigle. Elle nous demande, avez-vous des conseils pour des jeunes qui vivent de l'anxiété de performance? Est-ce qu'on y va? Est-ce que je vais, Mélanie? Je vous laisse aller. Experte dans le domaine. L'anxiété de performance, ça, c'est la peur qui est reliée à l'évaluation. Donc, c'est souvent les attentes qu'on a. En ce moment, on voit une augmentation de l'anxiété de performance chez nos jeunes et ce n'est pas scientifique, là, je n'ai pas trouvé d'études sur ça. C'est la constatation que je fais des jeunes que j'accompagne et des nombreuses écoles que j'accompagne. Mais les attentes qu'on a comme adultes en ce moment face aux enfants sont trop grandes, ces attentes-là. Donc, d'essayer, par exemple, qu'ils rattrapent le temps perdu. On veut vite et voir les évaluations, ça a l'air de quoi, pour savoir si notre enfant est en retard par rapport aux autres. Et là, il est retiré, donc on se dit, puis on dit devant eux, c'est les mots qu'on utilise, hein, il avancera pas au même rythme que les autres. Donc, déjà, on a des attentes qui sont en ce moment démesurées face à la réalité dans laquelle évoluent nos jeunes sur les bancs d'école. Donc, je pense qu'on a une responsabilité comme adultes de revoir les attentes qu'on a en ce moment face à l'école. Et pour accompagner l'enfant concrètement, ben, c'est de revoir ses propres attentes à l'enfant. Hein, parce que l'anxiété de performance, il y a aussi un décalage entre ma réalité et les attentes que j'ai envers moi-même et la crainte de l'évaluation. C'est ça, l'anxiété de performance. J'ai peur d'un contexte d'évaluation, de ne pas performer. Alors, dans ce cas-là, on va se ramener à la réalité, dans l'instant présent, on va revoir les attentes et on va faire du recadrage de pensée. Par exemple, l'enfant qui dit c'est sûr que je vais échouer. Moi, j'aime bien dire, ben, qu'est-ce qui te prouve que tu vas échouer? Est-ce que tu as peur ou est-ce que c'est une preuve? Oh non, ben, j'ai peur d'échouer parce que si j'échoue, qu'est-ce qui va arriver de pire si tu échoues? Mais si j'échoue, je vais redoubler mon année. Hein? Et est-ce qu'il y a un lien direct entre couler un examen là et redoubler ton année et perdre tous tes amis? Mais non, pas tant que ça. Mais donc, c'est ça, on les amène à réfléchir parce que nous, quand on veut les apaiser, souvent, on leur donne toutes sortes de conseils ou on les rassure de plein de façons. Ben non, regarde, t'as tout le temps réussi. Mais non, ça va bien aller. Fais-toi-en pas, fais-moi confiance. Mais ça, malheureusement, le petit hamster, il est plus fort que nous là-dessus. Donc, on recadre l'hamster puis on lui dit dans quel sens faire tourner la roulette. Ça l'aide. Et si je peux rassurer certains parents, la table d'experts à laquelle siège Joël Monzé, notre collègue, justement, affirme que ça va prendre 3 ans avant que les enfants reprennent le retard qu'ils ont pris durant la pandémie. Donc, on ne doit pas mettre l'emphase sur se dépêcher à apprendre, puis regarde, en 5e année, là, tu es censé savoir diviser avec le crochet, puis viens-t'en, je vais te le montrer. Non, mettons pas la pression sur les enfants. Ils vont prendre le temps, on va leur laisser le temps parce que c'est irréaliste de penser qu'ils vont rattraper le retard qu'ils ont pris. Les experts le disent, ça va prendre 3 ans. Donc, enseignants comme parents, il faut garder en tête. J'ai une question complémentaire parce que c'est très intéressant ce qu'on dit et il y a Vanessa Lepage qui nous dit dans le même sens, en fait, mon enfant doit passer un examen d'entrée à l'école prochainement, mais comment aborder le sujet sans lui créer un stress? Donc l'enfant, pas nécessairement en situation d'anxiété de performance, mais on veut pas amener ce stress-là chez l'enfant. Comment on négocie ça, un examen d'entrée à l'école là, qui semble prochainement? Je ne sais pas si cet enfant-là, c'est un enfant de 4-5 ans qui va faire son entrée dans une école privée primaire ou si c'est un enfant de 6e année de 5e, 6e année qui va faire son entrée au secondaire. Mais moi, j'irais juste avec on doit aller ensemble faire un test. Tu y vas au mieux de tes connaissances. Puis, j'ai confiance en tes capacités. Refléter qu'il a déjà fait... si c'est un enfant de 5e, 6e année, qu'il en a déjà fait plusieurs examens, c'est à quoi s'attendre. Sinon, si c'est un enfant de 4 ans, 5 ans, eh bien, pour lui, l'amener dans le jeu. Il faut que ça se passe par le jeu. Excellent. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'une question anonyme. Ma fille se lève très souvent de son lit le soir en me disant qu'elle s'ennuie de moi. Pourtant, je suis présente à la maison le matin et à son retour de l'école. Donc,
Que dois-je faire? Tellement de potentielles réponses à cette question-là. C'est quelque chose de très fréquent. Je vais y aller de façon très générale. À l'arrivée du soir, ça peut être anxiogène pour plusieurs enfants que d'avoir à se séparer de son parent. La séparation est difficile. Puis lorsqu'on dit à notre enfant, allez, fais dodo, endors-toi. Mais lorsque je m'endors, c'est sûr que je ne suis plus en relation avec toi. Alors ça, c'est assez pour faire déborder un peu le vase de stress et que l'enfant appelle à outrance le parent ou envie de pipi, il a soif, les couvertures sont mal placées, il échappe son toutou. Toutes sortes de raisons de rentrer en relation avec lui. Alors, comme j'expliquais un peu tantôt, dans la routine de dodo, d'inviter davantage l'enfant à se relaxer, à s'apaiser dans son lit, ça peut aider. Mais je reprendrai l'exemple du guichet automatique de Mélanie tantôt, où, à la base, j'aime bien me demander, pas pourquoi l'enfant se relève, mais qu'est-ce qui empêche l'enfant de rester au lit? Alors là, on peut y aller en plein de réponses possibles. Est-ce que l'enfant n'a pas été assez nourri du lien avec son parent dans la journée? Est-ce qu'il n'a pas encore évacué le stress qu'il a accumulé au courant de la journée? S'il a été exposé aux écrans avant l'heure du dodo, ça inhibe la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone de l'endormissement. Donc, ça prend 30-40 minutes à l'enfant à trouver le sommeil. Et pendant ce temps-là, l'hamster s'entraîne, lui. Donc, là, l'enfant, il appelle le parent parce qu'il a besoin de s'apaiser. Alors, vraiment, guichet automatique, limiter les écrans en fin de soirée, permettre à l'enfant d'évacuer son stress par des routines apaisantes, par des moments de qualité, par des activités qui bougent un petit peu, là, pas nécessairement juste avant d'aller au lit, mais donc ça peut être favorable pour permettre à l'enfant de mieux absorber la séparation du parent lors de la mise au lit. Merci beaucoup. Et une question de Marc-Claude Gingras qui nous demande, avez-vous des conseils pour les enfants qui oublient tout simplement en ce moment en raison du stress, donc des oublis fréquents au niveau des enfants? Est-ce qu'on a des trucs et conseils pour les parents? Eh bien, moi, j'aurais tendance à dire que l'oubli peut être aussi un mécanisme de défense, surtout en situation de stress. Je ne sais pas quel âge a l'enfant, mais on va travailler sur l'organisation, se trouver des stratégies, la routine, la répétition. L'enfant va beaucoup mieux apprendre par la répétition. Si on veut qu'il se souvienne, par exemple, d'apporter ses devoirs, on peut instaurer un petit système d'encouragement à la maison. Ça peut être avec les plus vieux qui se prennent une petite note, un post-it. Donc, développer des stratégies, puis même lui demander à lui-même qu'est-ce qui te permettrait de te rappeler? Qu'est-ce qui t'aiderait à te rappeler? Les enfants en ont des réponses. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. On en a beaucoup, mais écoute, on ne peut pas toutes les prendre malheureusement. Une question de Vanessa qui nous demande quels sont les outils disponibles pour les parents, mais les enfants qui ont des crises de panique. La crise de panique, en fait, c'est une désorganisation. C'est toutes sortes de symptômes de stress qui apparaissent en même temps et on a une perte de contrôle sur notre corps. Souvent, les enfants vont me dire, j'ai peur que mon corps me trahisse. J'ai tellement peur que mon cœur s'emballe ou j'ai peur de vomir. Plusieurs enfants vont dire ça, j'ai peur de vomir, j'ai peur de perdre le contrôle de mon corps. Et là, tous les symptômes s'emballent, ça fait une attaque de panique, hyperventilation, étourdissement, le cœur bat très vite. Donc, c'est très important de ramener dans le corps. Donc là, le lobe frontal est complètement déconnecté. Alors, combien même on dit à l'enfant, c'est quoi tes meilleurs trucs, qu'est-ce que tu peux utiliser, de quoi tu as besoin, il n'est pas là-dedans. Il a besoin de se recentrer dans son corps et c'est la même chose qu'on fait avec un adulte qui est en crise de panique. J'aime bien utiliser les mains, les pieds. Nos mains, nos pieds sont remplis beaucoup plus de terminaisons nerveuses, hein, parce que dans la nature, on est techniquement tout nu, un peu de perte de crédibilité si on se prend tout nu en nature en ce moment, mais donc l'humain, du pied en nature, il faut vraiment pas se couper les mains et les pieds, ça peut nous coûter la vie. Hein, je pourrais plus chasser, je pourrais plus m'enfuir. Alors nos mains, nos pieds sont remplis de terminaisons nerveuses qui sont géniales pour se grounder dans notre corps. Donc dans la nature, si je prends le temps de sentir les feuilles sous mes pieds, puis que je prends le temps de manipuler des objets, c'est clairement qu'il n'y a pas d'ours devant moi qui est en train d'essayer de me manger. Alors, si je peux prendre conscience, en enlevant mes souliers, enlever les bas, frotter les pieds au sol, utiliser une glace dans la main, faire des massages dans la paume de la main. Donc, on peut vraiment recentrer la personne dans son corps pour lui indiquer qu'ici, maintenant, le corps est en sécurité. Ça va permettre au cerveau de relâcher la boucle de stress.
Accompagner, guider les respirations, des respirations abdominales qui permettent au diaphragme de s'étirer. Hein. C'est vraiment ça, parce que si on respire du haut du corps, ça ne permet pas de faire la respiration bédaine, d'ouvrir le diaphragme. Et lorsque le diaphragme s'étire, il libère des hormones de détente. Alors vraiment, faire des respirations guidées, il y a des applications de cohérence cardiaque, juste guider l'enfant, inspirer doucement, expirer doucement, se concentrer sur des comptes. Donc, ça permet d'un peu changer l'orientation des pensées. Donc, ça va vraiment permettre de recentrer dans le corps et de diminuer les symptômes de stress. Merci beaucoup. Écoutez, on va terminer la discussion sur cette question. C'est un sujet qu'on pourrait développer encore longtemps, le stress, l'anxiété chez les enfants et la famille. Mais un mot de la fin, peut-être, qu'est-ce qu'on devrait retenir de tout ce qu'on a discuté ce soir? Je vais commencer avec Caroline, peut-être. J'aurais envie d'inviter les parents à prendre soin d'eux avec beaucoup d'indulgence. On vit une période qui est méconnue, pour laquelle c'est très difficile sur le plan de la santé mentale. Alors, j'aurais envie de vous inviter à beaucoup d'indulgence et beaucoup de bienveillance avec vous en premier. De trouver des petits moyens qui vous apaisent, de vous donner des rendez-vous à vous pour vous prendre soin de vous. Ça va avoir un impact direct sur vos enfants. Et donc, prendre soin de vous, ça permet déjà de prendre soin d'eux. Et soyons indulgents vers les enfants aussi. Eux aussi traversent une période qui est du jamais vu. Le stress et l'anxiété est plus grande nature et leur cerveau est très immature encore. Enfants, adolescents, même jeunes adultes. Alors, ils ont besoin d'adultes qui sont en confiance, qui sont sains, qui sont sereins pour passer au travers. Et heureusement, on a un cerveau extrêmement malléable qui nous permet de nous adapter, qui nous permet d'utiliser notre force de résilience. Alors, prenons soin les uns des autres. Soyons vraiment solidaires entre nous et c'est comme ça qu'on va passer au travers de cette crise-là en se préservant le plus que possible. Merci beaucoup. Mélanie, pour compléter. C'était vraiment un beau message, Caro. J'aurais envie de vous proposer peut-être d'instaurer, là je parle plus pour les enfants, peut-être un coin calme à la maison, un coin qui serait sensoriel, un genre de petit repère où l'enfant peut aller, justement où on va offrir des objets de toutes sortes avec des textures différentes, des objets lourds, des objets légers, qu'on peut justement stimuler tous les sens parce que c'est à travers les sens, les sensations que l'enfant va se grounder, va se retrouver dans son corps. Puis souvent, les enfants, quand ils ressentent du stress, ils ne ressentent plus leur corps. Donc, on a besoin de les ramener à leurs sensations. Donc, instaurez peut-être un coin sensoriel, un coin calme dans votre maison, puis invitez-le. Au début, on y va avec l'enfant en bas âge, ou si c'est un plus vieux, on peut lui demander de nous aider à le construire, de nous aider à l'instaurer dans la maison. Puis allez-y vous aussi, parce que si vous montrez l'exemple, ça va inciter beaucoup les petits à vous imiter, à aller prendre soin de vous, à aller prendre soin d'eux. Puis ils vont voir aussi que maman et papa ont besoin de prendre soin d'eux, ce qui est normal. Quand, Caro, tu nous disais tantôt de prendre soin de nous, d'avoir des petits moments, des rendez-vous, je trouvais ça super pertinent. Puis, souvent, on va penser justement à de la méditation, à de la cohérence cardiaque. Puis, il y a beaucoup de parents qui vont faire avec leurs enfants de la cohérence cardiaque. Il faut garder en tête que même si on est rempli de bonnes intentions, le soir, si on veut faire de la cohérence cardiaque, un enfant en bas de 18 ans, la cohérence cardiaque va être possible que si elle est accompagnée d'un adulte. Donc, on peut pas, disons, se dire, bon, je vais te mettre ton petit moment de cohérence cardiaque, fais ça, puis je vais revenir dans 5 minutes. Ça fonctionnera pas. Donc, si on veut vraiment que l'enfant bénéficie pleinement d'un moment aussi précieux, parce que la cohérence cardiaque peut être très, très bénéfique, il faut l'accompagner, puis en même temps, ça nous fait du bien en tant qu'adulte, puis ça va être bien pour tous les deux.
Merci beaucoup. Merci beaucoup aux deux, Caroline, Mélanie Coiré. Merci beaucoup pour vos conseils ce soir. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont profiter beaucoup de cette conférence-là pour les enfants, pour l'appliquer à la maison. C'est ce qui conclut la soirée, mais avant de quitter, nous allons vous partager un court sondage dans la zone de clavardage. On vous remercie beaucoup de prendre une petite minute pour nous partager vos commentaires et vos appréciations sur la conférence. Merci à nos conférencières, évidemment, Caroline, Mélanie. On peut consulter votre site pasapa.ca pour accéder à plusieurs outils pour les parents et connaître vos prochains événements. Merci à Michel Janoz, doyen de la Faculté de l'éducation permanente. Merci aussi à l'équipe du réseau des diplômés et des donateurs et l'équipe du groupe de couverture d'événements de l'Université de Montréal, sans qui nos événements virtuels ne seraient pas possibles. Un gros merci. Et évidemment, un merci à tous nos participants pour avoir été des nôtres ce soir. Je vous rappelle, vous étiez, je pense qu'on m'a dit, on était près de 600 et quelques participants à se joindre à nous. Donc, un record. On apprécie énormément votre présence en grand nombre. Surveillez nos prochains événements organisé par le réseau des diplômés. Donc, vous trouverez tous les détails sur notre site. Le lien sera affiché dans le clavardage au bas de l'écran. Donc, en janvier prochain, une docu-conférence avec Marie-Claude Savard sur les tabous dans l'univers du hockey professionnel. Et en février, une ciné-conférence sur le cancer, le patient et son entourage avec le docteur Claude Perrault. Donc, c'était Sylvain Lessard-Gagnon pour le réseau des diplômés et des donateurs qui vous souhaite à tous une très bonne soirée, mais surtout, prenez bien soin de vous à la maison. Merci beaucoup.